Bonjour à toutes et à tous. On va donc dans cette deuxième partie s'intéresser à la prise en charge du syndrome de VEXAS. On a revu donc les manifestations cliniques, l'extension donc du phénotype clinique avec les données depuis la description initiale de la pathologie. Et aujourd'hui, on va donc se poser la question de la prise en charge donc thérapeutique. Premières données, premiers éléments qu'on va avoir donc à considérer aujourd'hui, c'est qu'il s'agit dans la majorité des données aujourd'hui disponibles de patients qui ont donc une longue histoire initiale de pathologie inflammatoire mal classée, dont le diagnostic de VEXAS est souvent fait finalement a posteriori au moment où la description a été faite. Et de ce fait, souvent, ces patients ont bénéficié de multiples lignes thérapeutiques et donc probablement ne sont pas aussi complètement représentatif aujourd'hui de ce qu'on va observer dans les données prospectives de patients avec un diagnostic bien sûr précoce. Néanmoins, ce qu'on retient aujourd'hui dans les données de la littérature, c'est qu'il s'agit d'une pathologie avec un risque de surmortalité important, de 15 à 40% selon les différentes données disponibles. Il s'agit d'une pathologie qui a pour le moment en tout cas un très haut taux de corticodépendance. Quasiment un malade sur deux présente une corticodépendance nécessitant une épargne cortisonique. Aujourd'hui, ce taux n'est pas précisément délimité, néanmoins, il semble être important. On est largement au-delà de 20 mg jour d'équivalent de prédnisone, et que dans les données, donc pour le moment décrites, la majorité des malades ont nécessité souvent plusieurs lignes d'immunosuppresseurs. Il se pose donc la question très clairement, au vu de ces différents éléments, de la nécessité d'une stratégie, en tout cas, d'épargne cortisonique. Il faut également souligner de façon très claire que la cortisone, en revanche, est extrêmement efficace habituellement et que vraiment il y a une réponse au traitement cortisonique habituel, très habituel, et qui doit d'ailleurs, si elle est absente, doit remettre probablement en doute éventuellement le diagnostic. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'objectif thérapeutique. L'objectif thérapeutique est bien sûr, d'une part, obtenir une rémission clinique et obtenir une rémission biologique. Néanmoins, quid de la question donc du statut et donc de la réponse moléculaire, donc de la diminution, pour dire simplement, et de la disparition potentiellement même d'une mutation INB1-1. Quid donc du risque de thrombose. Certaines données de la littérature souligne aujourd'hui le fait que même chez un malade en absence de syndrome inflammatoire, il peut persister potentiellement un risque de thrombose. Quid de la reprise d'une érythropoïèse efficace. Et là encore, certaines expériences aujourd'hui peuvent éventuellement évoquer le fait que même chez un malade dont on a obtenu une rémission clinique et inflammatoire, on peut potentiellement avoir encore cette difficulté donc d'une anémie persistante et donc d'une dysérythropoïèse. Et enfin la question bien sûr du risque infectieux. Aujourd'hui dans cette surmortalité, le risque infectieux étant des principaux pourvoyeurs malheureusement de surrisque de décès dans cette population. Donc il y a eu donc très rapidement des premières données, donc ici données issues des données de nos collègues lyonnais, donc qui avaient donc évoqué et comparé donc les stratégies associant DMARDS, méthotrexate, azacitidine et donc les JAK inhibiteurs. Vous voyez qu'ici que dans cette toute première cohorte, certes assez limitée, on observait déjà une certaine supériorité potentiellement donc du JAK inhibiteur en termes en tout cas de nécessité de recours aux autres thérapeutiques ou d'épargne cortisonique. Ces données ont été élargies récemment avec une cohorte un peu plus importante, donc par la même équipe, avec la participation donc de centres internationaux. Et vous voyez qu'ici, qu'elle a affiné aussi certaines informations en précisant également que le ruxolitinib, par rapport aux autres JAK inhibiteurs, est probablement la molécule dont l'efficacité est la plus spectaculaire au cours donc de syndrome de VEXAS. Vous voyez aussi que l'utilisation de JAK inhibiteurs a permis donc une diminution très clairement et significativement donc de la corticothérapie, donc de la dose de cortisone, donc un traitement d'épargne cortisonique. Et vous voyez que dans les facteurs de réponse, il s'agit donc principalement dans les facteurs de réponse et de rémission, il s'agit principalement donc de la présence de niveau de syndrome inflammatoire, du délai dans l'introduction des JAK inhibiteurs et le fait d'avoir donc le ruxolitinib plutôt que les autres, qui permettraient donc une meilleure réponse donc dans ce contexte.
Les données sur les biothérapies sont finalement encore très limitées, en particulier donc sur le tocilizumab, dont il y a un certain rationnel du fait également par ailleurs de l'élévation habituellement des taux d'IL6. Vous voyez que les observations aujourd'hui sont insuffisantes bien sûr pour évoquer le bénéfice ou pas éventuel, et donc les données de la cohorte française sont encore en cours. Voilà ici une autre série sur ces biothérapies où ont été utilisées largement d'autres molécules, comme par exemple bien sûr l'anakinra dans ce contexte de syndrome inflammatoire, mais pour le moment très clairement les données sont insuffisantes pour tirer, on va dire, un bénéfice éventuel. L'azacitidine, évidemment, est une molécule utilisée, d'autant qu'il y a un syndrome myélodysplasique. On avait l'habitude de cette utilisation dans les maladies inflammatoires associées au SMD. Et voyez ici donc les données françaises, certes très limitées, d'une dizaine de patients, tous ayant un syndrome myélodysplasique associé. Les données sur les malades avec un VEXAS sans SMD sont aujourd'hui encore en cours. Et voyez qu'on a des taux de réponse raisonnablement intéressante chez ces malades, donc par ailleurs ayant bénéficié déjà de plusieurs lignes thérapeutiques. Et puis rappelons qu'on avait mené donc l'essai GFM-ASA et SAID qui n'était initialement pas destiné au VEXAS. C'était un essai qui avait inclus les patients avec des manifestations immunitaires associées au SMD et l'MMC. A posteriori à l'apparition bien sûr du syndrome de VEXAS et la description en 2020, évidemment là tous les malades inclus ont été screenés. Vous voyez que finalement plus de 40% des malades se sont retrouvés donc à être classés plutôt VEXAS. Vous voyez, c'est une information majeure. Donc, presque la moitié des patients enclassés finalement se sont retrouvés comme comme un syndrome VEXAS. Et quand on a observé et regardé, comparé l'efficacité de l'azacitidine de ces patients versus ceux sans syndrome VEXAS, vous voyez qu'il n'y a pas de différence ici en termes de réponse, et que dans les deux sous-groupes, on avait une diminution très significative de la dose de cortisone et la possibilité donc de sevrage de cortisone, qui est ou pas donc la mutation du BRCA1. Nos collègues lillois ont également rapporté très rapidement une petite cohorte initiale également d'allogreffe de moelle. Ils avaient donc permis à un certain nombre de patients présentant un syndrome inflammatoire inexpliqué à l'époque, avec un recours en multiples lignes thérapeutiques et aux immunosuppresseurs chez les malades n'ayant pas donc une pathologie équilibrée. Ils ont donc eu recours finalement à l'allogreffe, et vous voyez ici que les données sont extrêmement intéressantes. Il s'agit bien sûr d'une toute petite série, et qu'aujourd'hui, donc, un essai thérapeutique américain est en cours dans l'indication VEXAS pour savoir si l'allogreffe potentiellement est une des sources thérapeutiques dans cette sous-groupe de malades. On a donc évoqué pour le moment principalement la question d'induire donc la rémission clinique et biologique, et donc aujourd'hui beaucoup d'autres questions, comme on a abordé ça dans la toute première slide, sont encore à déterminer. Quid de quel traitement permet donc la disparition bien sûr du BRCA1? Il y a quelques observations chez les malades avec greffe de moelle. Y a-t-il une corrélation éventuellement entre la réponse moléculaire, c'est-à-dire la diminution significativement de la quantité du BRCA1 avec éventuellement la rémission? Quid donc de la persistance du risque thrombotique chez les malades dont le traitement d'épargne cortisonique a permis potentiellement une rémission inflammatoire? Quid chez les malades qui garde toujours donc une anémie malgré donc une rémission inflammatoire? C'est l'ensemble de ces différentes questions qu'on va donc bientôt, pour lesquelles j'espère bientôt qu'on aura donc les réponses par la suite. Et donc pour résumer, le VEXAS c'est une pathologie qui peut être multisystémique, peut être extrêmement hétérogène, peut être très peu spécifique en termes de présentation clinique. Aujourd'hui donc on garde encore une certaine ouverture dans nos indications donc de la recherche de l'UBA1. Il y a quand même néanmoins 2 points encore pour l'instant qui sont extrêmement importants dans ces tableaux. C'est le syndrome inflammatoire et les cytopénies avec une macrocytose. Pour le moment, il y a peu d'observations décrites en absence de ces 2 éléments biologiques majeurs. Et donc le VEXAS syndrome doit être recherché aussi systématiquement que possible aujourd'hui, avec donc la recherche d'une mutation systématique de l'UBA1. Merci.